Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture. Nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler du Ruvennogien qui est mort récemment en 2017. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Hermione Granger, la meilleure amie d'Harry Potter. Nous avons déjà fait un épisode au sujet des elfes de maison, c'était l'un des tout premiers épisodes du podcast. Dans celui-ci, nous avions introduit le concept de servitude volontaire, développé par Étienne de la Boétie au XVIIe siècle, pour expliquer la raison pour laquelle les elfes refusent l'aide d'Hermione et de La Salle dans le 4e tome lorsqu'elle veut les libérer de l'oppression des sorciers. En effet, dans le monde d'Harry Potter, les elfes de maison sont des créatures qui sont au service des sorciers. Ils font les tâches ménagères et sont aussi tenus au secret. Ils ne doivent pas dévoiler ce qui se passe chez eux. Le premier elfe qu'Harry rencontre dans le tome 2, c'est Dobby, qui est maltraité par la famille Malfoy et préférerait gagner sa liberté, ce qui sera possible grâce à Harry à la fin du tome. Cependant, être libre est chez les elfes mal vu. Les elfes employés de Poudlard refuseront de parler à Dobby ou de collaborer avec lui. Pour la plupart des elfes, être libéré par son maître est une honte. Ce n'est pas une récompense, mais une punition qu'ils ont quand ils ont mal fait leur travail. Ainsi, l'elfe Winky, dans le 4e tome, est libérée en punition de n'avoir pas réussi à faire ce qui était attendu d'elle. Dans le tome 5, quand Hermione dissémine des vêtements dans la salle commune en espérant que les elfes soient forcés à être libres en tombant dessus par hasard, ils refusent de faire le ménage car ils ont trop peur d'être accidentellement libérés. Si pour nous, la liberté est un bien, parfois le bien le plus absolu, ce n'est visiblement pas le cas pour les elfes de maison. Nous avions montré dans l'autre épisode les difficultés qu'il y a à sortir de l'habitude même quand nous sommes opprimés. Cette habitude touche aussi les sorciers qui, de leur côté, rejettent le projet d'Hermione en prétendant que c'est le souhait des elfes eux-mêmes et se refusent à admettre cela comme étant de l'esclavage. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous opposer à la position d'Hermione. Celle-ci pense devoir libérer les elfes de leur condition, qui est, de son point de vue d'humaine, de l'esclavage. Nous allons essayer d'accepter pleinement le point de vue des elfes eux-mêmes, car après tout, s'ils sont à ce point opposés à leur propre libération, s'ils persistent des années durant dans leur refus d'être payés pour leurs services, s'ils veulent servir des familles de sorciers, de quel droit le leur interdirions-nous ? Nous avons l'impression que cette condition est déplorable, mais parce que nous-mêmes nous ne voudrions pas être dans leur situation. Mais les elfes répètent suffisamment que eux ne veulent pas en changer. Les différents arguments que nous pouvons donner pour la libération des elfes sont les suivants, mais nous verrons pour chacun d'eux la réponse que nous pourrions lui apporter si nous étions dans la peau d'un elfe tenant à maintenir son statut. Premièrement, et c'est la réaction immédiate d'Hermione quand elle apprend que ce sont les elfes qui s'occupent de la cuisine et du ménage à Poudlard, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Ils travaillent pour des humains sans être payés, et n'ont pas le droit de partir, puisqu'il faudrait pour cela qu'ils soient libérés par leur maître. Cependant, au contraire de l'esclavage qui est forcé, celui-ci serait, au dire des elfes eux-mêmes, volontaire. De quel droit pouvons-nous dire que c'est un mal de se réduire soi-même à l'esclavage ? Il s'agit bien d'une position qui a été soutenue et qui peut l'être d'un point de vue éthique, mais elle mérite encore réflexion et nous ne pouvons la trancher aussi facilement. Faudra-t-il admettre ensuite que le bénévolat est un mal parce qu'il n'est pas payé ? Admettons que le choix des elfes d'être gratuitement au service des humains ne pose pas de problème moral. Admettons donc que l'esclavage volontaire doive être respecté si c'est vraiment le résultat d'un choix. Et nous n'avons pas de raison de ne pas reconnaître que c'est celui des elfes, de ce que nous savons d'eux en tout cas dans les livres. Même si leur choix devait être respecté, il reste le problème de ceux qui, comme Dobby, sont maltraités et voudraient être libérés. Car de fait, ils ne le peuvent pas. Ce n'est donc pas exactement comme un travail bénévole que l'on peut quitter comme on veut.
Mais quelle est la meilleure façon de protéger les elfes comme Dobby ? Est-ce vraiment d'interdire complètement la pratique au détriment de ceux qui se sentent bien dans leur famille de sorciers ou à Poudlard ? Ou ne vaut-il pas mieux encadrer davantage l'activité des elfes pour en prévenir les dérives ? Enfin, un troisième argument, plus proche de celui que nous avons vu dans l'épisode précédent sur Dobby, est celui de la servitude volontaire. Les elfes ne feraient pas vraiment cela librement, mais parce qu'ils sont conditionnés à le faire. La société des sorciers entière est organisée selon ce schéma, et les elfes sont particulièrement durs avec ceux qui voudraient changer les choses. Dobby est rejeté, moqué, considéré comme un individu à qui il ne faudrait même plus adresser la parole parce qu'il a voulu changer de travail. Avec une telle pression de leur père, comment les elfes pourraient-ils ne serait-ce que désirer changer puisqu'ils ont appris que ce désir était mauvais ? Nous pourrions retomber sur le contre-argument précédent, interdire complètement la pratique n'est peut-être pas la meilleure solution, et il vaudrait mieux, encore une fois, l'encadrer, permettre réellement aux elfes qui veulent faire autre chose d'en avoir la possibilité. Bien sûr, ce n'est pas facile à cause de la pression sociale, mais la normalisation de travaux d'elfes payés comme Dobby devrait être encouragée. Les trois arguments que nous avons cités, qui correspondent plus ou moins à ceux donnés par Hermione lors de la création de la salle afin de libérer les elfes, ne sont pas propres à l'univers de fiction d'Harry Potter. En réalité, ce sont des arguments qui reviennent très souvent dans le monde réel lors de débats concernant la vente de services corporels ou la vente de parties du corps. Concrètement, je parle de débats autour de la prostitution, de la vente d'organes ou de la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. D'où le rapprochement peut-être un peu osé que nous allons faire aujourd'hui entre la condition des elfes et la question de la prostitution, à partir d'un livre de Ruvén-Augien qui s'appelle « Le corps et l'argent ». Ruvén-Augien a écrit de nombreux livres interrogeant les questions éthiques et bioéthiques ou sur l'interdiction de certaines pratiques commerciales qui seraient contraires à la dignité humaine ou porteraient atteinte à la sacralité du corps humain, deux notions qu'il va fermement remettre en question. Commençons par lire un extrait du Corps et l'argent consacré à la prostitution. À la question de savoir s'il est concevable qu'on choisisse librement le métier de prostituée, il n'y a pas de réponse évidente une fois éliminé le raisonnement fallacieux des abolitionnistes les plus radicaux, ceux qui voudraient que cette activité disparaisse définitivement et sous toutes ses formes. Pour ces derniers, si on fait ce métier, c'est nécessairement parce qu'on est contraint et forcé, car si on avait vraiment le choix, et à condition de ne pas être stupide ou pervers, on ne l'exercerait pas. C'est un raisonnement dont la validité empirique est nulle, du fait qu'il ne peut être démenti par aucun fait, aucune enquête ou vérification auprès des principaux concernés. Confronté à des personnes qui ne sont manifestement ni stupides ni perverses, et qui affirment s'être engagées dans la prostitution sans y avoir été forcées, celui qui tient ce raisonnement pourra toujours objecter qu'elles se trompent elles-mêmes, ou qu'elles trompent délibérément autrui, pour protéger les proxénètes, leur image personnelle, etc. En réalité, c'est un raisonnement purement paternaliste, en ce sens qu'il ne prend jamais au sérieux la parole des personnes qui déclarent qu'elles travaillent de façon indépendante, ou qu'elles ont choisi d'exercer ce métier sans pression excessive ou complètement inhabituelle. On peut se demander également s'il est vraiment important de se poser la question de la liberté du choix de ce métier en particulier. Qui est vraiment libre de choisir son métier après tout ? Pour un économiste, un sociologue ou un psychologue, c'est une question qui n'a pas beaucoup de sens, puisqu'il existe d'après eux des déterminismes puissants susceptibles d'expliquer n'importe quel choix de métier. Origine sociale, ressources matérielles et capacité à les exploiter, influence des modèles familiaux, parcours solitaire, état du marché du travail, etc. Selon ces critères, l'épicier, le cheminot, l'instituteur, le médecin ou l'avocat n'ont probablement pas été plus libres de choisir leur métier que le travailleur du sexe. Quand on se tourne vers la métaphysique, on n'est pas plus avancé. Pour certains métaphysiciens, on est de toute façon toujours libre. Pour d'autres, on ne l'est jamais. Est-il nécessaire de trancher ? Ce qui compte plutôt, si on se place du point de vue des principaux concernés, ce sont les conditions concrètes d'exercice du métier et les possibilités existantes de le quitter si on ne veut plus l'exercer, comme c'est le cas bien sûr pour tous les autres métiers. Les revendications à la reconnaissance du travail sexuel ne sont pas seulement le fait de personnes qui disent avoir choisi librement d'entrer dans la carrière, si on peut s'exprimer ainsi. Celles qui invoquent la contrainte économique et la pression de l'entourage pour expliquer leur engagement dans l'activité voudraient, elles aussi, avoir le droit de l'exercer dans des conditions justes et décentes, c'est-à-dire, entre autres, en étant payées de façon équitable et sans avoir à subir de harcèlement policier.
Vous avez sûrement remarqué les similitudes entre ce texte d'Augien et les arguments donnés par Hermione en faveur de la libération des elfes. L'argument principal contre la prostitution est le fait que ce n'est jamais un choix véritable. Il est impossible, il serait du moins impossible, de choisir ce travail en toute liberté. Cela sous-entend que, si les prostituées avaient pu faire autre chose, elles l'auraient fait. C'est bien un argument qui est aussi donné en faveur des elfes de maison. Hermione soutient que s'ils croient se satisfaire de cette situation, c'est qu'ils n'ont jamais rien connu d'autre. Ils ne savent donc pas qu'il existe une existence meilleure que celle-là, et qui serait meilleure pour eux. Nous, qui ne sommes ni esclaves ni prostituées, nous le savons, et nous serions donc légitimes pour décider à leur place de ce qu'ils doivent faire, à savoir arrêter ce travail dégradant. Une telle attitude relève de ce qu'on appelle le paternalisme. Elle consiste à se comporter comme un père le fait avec ses enfants, on lui interdit certaines choses, mais pour son bien, parce que l'enfant n'est pas autonome et ne sait pas encore ce qui est bon pour lui. En prenant la même attitude envers un adulte, même si l'intention est louable, on lui refuse son statut d'adulte autonome, on le traite comme un enfant. Cette attitude condescendante et non respectueuse des modes de vie d'autrui, dont les préférences sont moquées, est donc critiquée par Augien qui défend plutôt la neutralité. Il existe en réalité deux types de paternalisme, un paternalisme faible et un paternalisme fort. Les deux sont distingués par le philosophe John Stuart Mill dans un livre appelé « De la liberté », où il cherche à délimiter précisément les cas dans lesquels il serait permis de restreindre la liberté d'autrui. Il prend un exemple célèbre pour illustrer une situation dans laquelle il serait légitime d'interférer dans les actions d'autrui. Si nous voyons une personne en état de délire ou qui ne se maîtrise plus, si elle est saoule par exemple, et qu'elle s'apprête à traverser un pont dangereux, alors nous avons moralement le droit de l'empêcher de passer pour sa propre sécurité. Ici c'est un paternalisme faible. Il est justifié car on cherche justement à préserver l'autonomie de l'individu et non à la nier. En revanche, si la personne est au courant que le pont est dangereux, si elle sait ce qu'elle risque à choisir de le traverser et désire le faire quand même, là nous n'avons pas à intervenir. Un individu a le droit de prendre des risques qui ne mettent en danger que lui. Si nous l'en empêchons, nous faisons preuve cette fois d'un paternalisme fort, à bannir à la fois selon Mill et selon Augien. Pour Augien, cela vient du principe fondamental qui régit son système moral, le minimalisme. La recherche en philosophie morale normative, comme celle que pratique Augien, a pour but de déterminer des lois qui nous permettraient de savoir systématiquement comment agir, ou plutôt comment agir bien, ou comment ne pas agir mal. Le minimalisme pose une règle très simple, une action est immorale si et seulement si elle nuit à un individu. Par individu, on entend tout être sensible vivant, incluant les animaux. En revanche, ce qui est fait à un mort, manger un cadavre par exemple, ou à une entité abstraite, par exemple manquer de respect à Dieu ou à l'État en général, n'entre pas dans le champ de la morale. Par nuire, Augien entend causer un préjudice. Autrement dit, choquer n'est pas nuire. L'existence de la prostitution ou de l'esclavage des elfes, si elle vous choque ou vous dérange, n'est pas pour autant une nuisance. Les seules personnes à qui elle pourrait nuire sont celles qui le pratiquent. Mais il n'y a pas de nuisance possible si elles sont consentantes, ce qui est le cas si les personnes ne le font pas sous la contrainte. Attention, imaginer une contrainte psychologique ou sociale et nier la possibilité du choix qui a pourtant bien été fait, c'est retomber dans le paternalisme. Quand nous tendons à considérer comme immorales des actions qui ne nuisent à personne, par exemple se vendre soi-même comme esclave, nous sommes à l'inverse maximalistes. Les maximalistes font entrer dans la morale toute une liste d'actions qu'Augien appelle des crimes sans victime. Formule ironique puisque s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas non plus de crime. Un acte consentant est un tel crime sans victime. Par conséquent, dans la morale minimaliste, il n'y a pas de devoir envers soi-même, seulement envers les autres. C'est pourquoi Augien rejette le concept de dignité humaine avec lequel nous sommes capables de justifier une chose et son contraire. Il critique en particulier son utilisation dans le débat sur l'euthanasie, mais ce n'est pas notre sujet ici. Contre la dignité, Augien demande plutôt un respect de l'autonomie de la personne. Si nous trouvons indigne des elfes d'être utilisés comme esclaves, ce n'est en fait qu'un sentiment personnel et subjectif que nous n'avons pas à imposer à autrui. Augien recommanderait plutôt de traiter les elfes comme ce qu'ils sont, des êtres conscients et intelligents, capables de prendre des décisions par eux-mêmes,
d'autant que nous savons que les capacités magiques des elfes sont tout aussi puissantes que celles des sorciers, et donc qu'ils pourraient probablement arrêter de les servir s'ils ne le voulaient pas. L'action n'est donc pas faite par contrainte, elle ne relève pas du champ de la morale. Dans le cas des elfes maltraités comme Dobby, c'est évidemment différent, tout comme il faudrait traiter différemment un cas où une jeune fille se ferait enlever pour qu'on la force à se prostituer, mais nous en avons déjà parlé en introduction. Cela ne signifie pas qu'il faille interdire à tous les autres de faire ce qu'ils font sous prétexte que quelques-uns en souffrent. Mieux vaudrait se concentrer sur ces quelques individus pour les protéger, ce que fait en un sens Hermione une fois adulte, en occupant un poste relatif aux créatures magiques au ministère de la Magie. Elle n'a pas libéré aveuglément tous les elfes, mais peut au moins réfléchir à améliorer leurs conditions. Revenons pour finir sur la question de la liberté réelle du choix fait par les elfes d'être esclaves, ou des prostituées d'être des prostituées, puisque c'est la deuxième partie du texte que nous avons lu. Malgré ce que nous avons dit, vous avez peut-être encore un doute sur le bien-fondé de la morale minimaliste et le rejet du paternalisme. La pression sociale, en effet, n'existe-t-elle pas ? On voit comment est traité Dobby après qu'il a été libéré et quand il demande à Dumbledore de le payer pour son travail. La contrainte, sans être directe, n'existe-t-elle vraiment pas non plus ? Les prostituées font leur travail pour gagner de l'argent parce qu'elles en ont besoin. Peut-on vraiment dire qu'un choix qui a été fait pour ne pas mourir de faim est un choix libre ? Probablement pas. Mais ce que dit Augien, c'est que tous les choix peuvent être expliqués par des facteurs extérieurs, quels qu'ils soient. Si je choisis d'être médecin, n'est-ce pas par exemple parce que mes 2 parents l'étaient avant moi et que je suis inconsciemment leur exemple ? Si je veux être banquier, n'est-ce pas parce que la position sociale que j'aurai est valorisée ? Si je travaille dans un restaurant le soir après mes études, n'est-ce pas aussi pour pouvoir manger ? Pourtant, on ne demande jamais à abolir la restauration, la banque ou l'hôpital. Cela ne vient donc pas de la liberté, mais uniquement de la valeur sociale du métier pratiqué. La prostitution n'est pas reconnue socialement, ce n'est pas une question de liberté, simplement de normes. De la même façon, si le travail des elfes dérange, c'est peut-être sous le prisme d'un regard humain qui a appris à rejeter toute forme d'esclavage. Se vendre comme esclave de façon consentante n'est pas autorisé dans notre société, comme beaucoup d'autres actions qui impliquent la vente de son corps ou de parties de son corps. La situation des elfes et la réaction qu'elle provoque chez Hermione et les autres sorciers peuvent ainsi nous amener à réfléchir à notre propre monde et aux problèmes éthiques qu'il soulève. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, et pas n'importe lequel puisque ce sera l'épisode de Noël. Pensez à vous abonner pour ne pas le rater, et rejoignez-moi sur TikTok si vous préférez des vidéos plus courtes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et à bientôt sur Geekosophie Magazine.